Bonjour, aujourd'hui on va détailler la notion de fonction usuelle. Donc on va commencer tout d'abord par les définir. Les fonctions usuelles, c'est l'ensemble des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométriques avec notamment la sinus, la cosinus que nous détaillerons par la suite. Donc tout d'abord la fonction exponentielle, donc je vais faire un petit point court et après des applications au niveau des exercices au moins parce que vous allez voir que c'est vraiment avec les exercices que vous allez tout mettre en évidence et tout comprendre. Alors, l'exponentielle, donc c'est une fonction définie sur R, donc l'ensemble des réels, par e de x. Et il est à peu près égal à 2,700 et quelques. Après, ça, vous n'allez pas le savoir. Et par contre, c'est important, c'est la seule fonction qui est égale à sa propre dérivée. Donc ça, c'est une propriété qui tombe très souvent. Donc elle a des propriétés algébriques, notamment le fait que e de 0 il soit égal à 1. E de A plus B, ça fait E de A fois E de B. E de A moins B, ça fait E de A sur E de B. E de A puissance B, ça fait E de A fois B. Et E de moins A, ça fait 1 sur E de A. Donc tout ça, vous vous posez, vous faites pause, après vous réécrivez, moi vous avez directement les formules. De toute façon, on va le faire après dans les exercices. Donc on sait que la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle elle-même. Et sa limite vers l'infini, c'est plus l'infini. Et sa limite vers moins l'infini, c'est 0. C'est une asymptote horizontale. Donc on dit que pour sa représentation graphique, elle est toujours au-dessus de l'axe des x. Pourquoi? Parce qu'elle est strictement positive et strictement croissante. Et elle passe par le point 0, 1. Maintenant, on va faire la fonction logarithme népérien. Donc le logarithme népérien, c'est la réciproque de l'exponentielle. Donc elle est définie uniquement pour les x supérieurs à 0. Donc il faut faire hyper attention à cette propriété parce que des fois il y a des pièges. Je répète, des fois il y a des pièges parce que tout à l'heure il y en aura un du coup. Les propriétés algébriques, c'est que ln de 1 soit égal à 0. Pas comme l'exponentielle. Ln de e c'est égal à 1 parce que le ln et le e s'annulent parce qu'elles sont réciproques. Ln de a fois b ça fait ln de a plus ln de b. Ln de a sur b ça fait ln de a moins ln de b. Et ln de a puissance b ça fait b fois ln de a. Et toutes ces propriétés sont très importantes. Et ln de e de x ça fait x. Et e de ln de x ça fait x. Moi vous savez tout ça parce que c'est très important. Par contre, quand on vous dit que e de ln de x, ça fait x, il faut aussi poser le fait qu'il faut que ça soit un x qui soit supérieur à 0. Parce que le logarithme népérien est défini que pour des nombres positifs. Donc elle est définie seulement pour x égale à 0, elle est strictement croissante, et c'est une asymptote verticale, à x égale à 0. Maintenant, on va détailler la fonction cosinus. Donc la fonction cosinus, c'est une fonction trigonométrique qui est définie pour tout réel comme la fonction exponentielle. Dans un triangle rectangle, le cos il est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Ça, c'est des rappels de troisième. Et on vous dit que dans le cercle trigonométrique, l'abscisse du point il est associé à son angle. Donc elle est périodique, sa période c'est 2π. Et elle nous dit que c'est une fonction qui est paire. Donc si elle est paire, c'est-à-dire que cos de moins x est égal à cos de x. Après, je vais vous donner une méthode pour pouvoir dériver la fonction cosinus et sinus et aussi pour pouvoir comment on appelle ça, l'inverse de la dérivée? J'ai un petit trou, attendez. Les intégrer, excusez-moi, pardon. Et un petit truc sympa, au moins vous vous rappelez, et on va le faire pendant les exercices. Les valeurs remarquables, donc des valeurs un peu à retenir, il y a également un tableau pour les valeurs. Donc cos de 0, ça fait 1. Cos de pi sur 2, c'est un demi-cercle, donc ça fait 0. Cos de pi, ça fait moins 1. Et la dérivée de cos, c'est moins sin. Tout ça, on va le voir après. Et la limite, c'est 1. Quand, bien sûr, cos x tend vers 0. Donc sa représentation graphique, elle oscille entre moins 1 et 1, comme on l'a vu, parce que cos de 0, ça fait 1, et cos de pi, ça fait moins 1, et elle fait que des cercles. Donc ça va entre 0 et 1, 0 et 1, enfin 1, 0 et moins 1, 1, 0 et moins 1, 1, 0 et moins 1. Et elle est symétrique par rapport à l'axe des y. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une fonction qui est paire. Maintenant, on va détailler la fonction sinus. Donc la fonction sinus, c'est une fonction toujours trigonométrique qui est définie sur l'ensemble des R. Dans un triangle rectangle, sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Dans un cercle trigonométrique,
on peut également associer son ordonnée à un angle. Donc elle est périodique, de période de pi comme tout à l'heure. Celle-ci est impaire. Cela signifie que sin de moins x n'est pas égal à sin de x, mais à moins sin de x. Sin de 0 est égal à 0, sin de pi sur 2 est égal à 1, et sin de pi est égal à 0. Donc la fonction, elle oscille entre toujours moins 1 et 1. Et on comprend ici que sa dérivée, enfin sa limite plutôt, sa dérivée c'est cos, et sa limite c'est 1. Ok, toutes les dérivées et les intégrations, on va le faire juste après, dans les exercices. C'est une fonction impaire, également. Il y a également des relations qui lient le cosinus et le sinus, qui sont juste ici. À savoir, c'est possible que ça tombe. Okay, donc cos carré de x plus sin carré de x, ça fait 1. Okay. Des relations qu'il faudrait savoir. Donc on passe directement aux exercices. Au moment où vous allez voir, on va entrer directement dans le vif du sujet. Alors, première question. Donc je l'ai un peu remixé parce que la question E, elle est hors programme. Et je voulais pas barrer, ça faisait pas beau. Donc regardez. Première question. On nous dit concernant la fonction E, donc c'est la fonction exponentielle, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc regardez pas la réponse, essayez de le faire tout seul. Je vous laisse 2 secondes, faites pause. Donc, déjà on peut dire que elle est nulle pour x égale 0. On ne peut pas dire qu'elle est nulle pour x égale 0 parce que E de x, si on remplace x par 0, ça fait 1. C'était une propriété qu'on a vue tout à l'heure dans le cours il y a quelques minutes. Donc on ne peut pas dire qu'elle est nulle. Est-ce qu'elle est égale à sa propre dérivée? Oui, parce que c'est la propriété de la fonction exponentielle. C'est une des seules fonctions, voire la seule fonction qui est égale à sa propre dérivée. À savoir, est-ce que pour tout nombre, ln de E de x est égal à x? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que ln et e, ça s'annule, parce que ln et e, c'était réciproque. Tout ça, c'est des points de cours qu'on a vus tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut dire l'inverse? On peut le dire, mais il manque une condition. Il faut préciser que le x ici soit strictement positif. Pourquoi? Parce que ln de quelque chose qui n'est pas strictement positif, ça n'existe pas. Donc là, ils ont oublié de préciser qu'il fallait que l'intervalle soit entre 0 et plus l'infini. Voilà. Là, maintenant, on passe à un autre QCM. Donc ça, c'était vraiment un QCM assez vraiment texto, quoi. Juste au moment de crescendo. Donc là, maintenant, QCM numéro 5. On vous donne la fonction ln e de sin de x. Et on vous demande lesquels sont vrais. Donc déjà, la dérivée. Moi, j'ai une petite méthode. C'est celle-là. On va tracer un cercle, comme ça, avec un ordonnée et un abscisse. En abscisse, on va avoir les cos. Donc cos à droite, moins cos à gauche. Et les sin. Sin en haut, moins sin en bas. Si on va vers la droite, on dérive. Si on va vers la gauche, on primitive. Je m'explique. Enfin, vers le haut, on primitive. Vous voyez les flèches. Hein. Donc ça veut dire quoi? Là, on nous demande la dérivée de sin. Parce que ln et e de sin de x, ben, ln et e, ils s'annulent. Donc il nous demande la dérivée de sin. Ben, quand on se met sur sin, la dérivée, ça fait cos. Tout simplement. Vous le voyez, je l'ai juste écrit. Donc il va nous falloir cos. Est-ce que cos, il y est? Oui. Donc déjà, la B est vraie. Donc déjà, la A, elle est fausse. La B, elle est vraie. La C, ben, elle est fausse. La E, elle est fausse. Et la D, pourquoi elle est vraie? Ben, parce qu'on a dit tout à l'heure que c'était une fonction paire. Et lorsqu'une fonction était paire, ben, cos de x est égal à cos de moins x. Donc on peut mettre la réponse B et E. Okay? Pas B et D, hein, je me suis trompé, B et E. Je répète, cos, ben, parce que c'est la dérivée. Et on sait que c'est une fonction qui est définie par le fait que cos de x est égal à cos de moins x. Donc on peut également émettre cette égalité. Donc les réponses pour la question 5 sont B et E. Exercice numéro 6. Donc là, on a un autre type de question. Donc il y a beaucoup de types de questions différents dans ce chapitre. C'est pour ça que j'ai voulu beaucoup me prioriser sur les QCM parce qu'il y a plein de types d'exercices à voir. Et une fois qu'on les a tous fait une ou deux fois, après, on est habitué. Mais il faut au moins les voir une fois. Alors, et la plus dure, ben, c'est la première fois parce qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc là, on a une expression qui nous dit qu'il y a une fonction P qui est associée à 100 exponentielle de 0,06 t. Qui modélise une évolution d'une population de rongeurs. Ok. Donc, il y a plusieurs propositions, on doit savoir lesquelles elles sont vraies. La proposition A, la proposition initiale est égale à 100. Donc, quand on dit initiale, ça veut dire que c'est la population à partir du temps 0. Quand je dis que moi, je commence une course, le temps initial, ben, c'est quand je commence la course, c'est quand j'allume mon chronomètre.
Ben, initial, c'est 0. C'est quand on est à 0 temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le t de temps dans la formule, dans l'expression, par 0. Donc, ça nous fait 100 exponentielle de 0,06 fois 0. 0,06 fois 0, ça fait 0. 100 exponentielle de 0, ça fait 100 fois 1, ça fait 100. Donc, est-ce que la A est vraie? Oui. Ok, on remplace juste 100, on remplace juste t par 0. Pourquoi? Parce qu'on dit initial. Et initial, c'est quand ça commence. La BCD, c'est une seule réponse qui est vraie, hein, parce qu'on vous dit le coefficient directeur est, le coefficient directeur est, le coefficient directeur est. Donc forcément, c'est une réponse des trois, ça ne peut pas être deux choses. Donc le coefficient directeur, il est défini par la valeur qu'il y a devant la variable. En l'occurrence, ici, la variable, c'est le t. Donc le coefficient directeur, c'est 0,06. Donc déjà, on peut déjà éliminer la question B. Maintenant, le dilemme, ça va être entre la C et la D. Est-ce que ça va être la C ou la D? La C, on nous dit de P de T, et la D, on nous dit de ln de P de T. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se pencher ici. On a P de T est égal à 100 exponentielle, on est juste ici, hein. P de T est égal à 100 exponentielle de 0,06 T. On va mettre des ln. Pourquoi? Parce qu'on nous demande le ln pour la question D. Ça fait ln de 100 plus ln de E 0,06 T. C'était la propriété qu'on a vue tout à l'heure. ln et E, ils s'annulent. On a 0,06 T. Donc, on peut bien conclure que ln de P de T, son coefficient directeur, c'est 0,06. Ce qui nous dit qu'après le détail du calcul, on a bien compris que la question D était également vraie. Pour la E, la représentation graphique de P de T sur papier semi-logarithmique est une droite. Pourquoi c'est une droite? Car c'est associé à une fonction exponentielle. Il faut savoir que semi-logarithmique, quand c'est une droite, c'est parce que c'est une exponentielle. C'est du cours. C'est texte au cours, ça. Alors, à présent, on va passer à un autre petit exercice qui est là. Donc, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies? Pour tout réel A et B, E de A plus E de B est égal à E de A plus B. Donc, faites-le dans votre tête, ne regardez pas à droite. Eh bien, c'est faux. Pourquoi? Parce que la propriété nous dit que E de A plus B, ça fait E de A fois E de B. Donc, la première est fausse. La deuxième, c'est également faux. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que A de N sur A de P, ça fait A de N moins P. Or là, il n'y a aucun rapport. Pourquoi? Parce que, à la limite, si c'était A de 1 sur A de B, ça devrait donner A de 1 moins B. Vous voyez ou pas? Là, j'ai mis P, mais en fait, c'est B. Hein. Je me suis trompé. Ok? Au moins, vous comprenez. Enfin, non, je me suis pas trompé. C'est juste que c'est la formule du cours. Mais dans l'exercice, ici, on met A et B. Donc, au moins, vous voyez. Pour la C, on vous dit que ln de A moins B, ça fait ln de A sur ln de B. En l'occurrence, ici, c'est faux. Pourquoi? Parce que ça fait ln de A, mais avec deux parenthèses différentes. Moins ln de B. Comme on peut le voir, la formule qui est juste ici. À droite de l'écran. ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B. Pour la D, pour tout réel, pour tout A, ln de A au carré est égal à 2 ln de A. On ne peut pas dire que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il va falloir préciser la nature justement de ce A. Il va falloir dire qu'il est bien en 0 plus l'infini. Ok? Après, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire oui, mais le A, il y a un carré, mais à droite, il n'y a pas de carré. Donc, on ne peut pas savoir sa valeur. Et pour la E, pour tout réel strictement positif, on a bien une égalité qui est tout à fait juste. Donc, c'est les propriétés du cours. À présent, on va passer à un autre type d'exercice. Donc, c'est un exercice avec un graphe. Ok? Donc, il va se présenter comme ça. Je vais essayer de vous mettre en même temps. Voilà. Vous avez la correction qui est en haut à droite de mon écran. Et le graphique est juste ici. Donc, on a l'énoncé à gauche, la correction en haut à droite et le graphique en bas. À partir du graphe de la question 1, échelle log, donc c'est avec des logarithmes, on peut estimer divers coefficients numériques. Parmi les assertions suivantes, laquelle et lesquelles sont vraies. Donc, on voit qu'on a un graphique ici, donc, qui va de 0 à 25 en abscisse, donc c'est des heures. De 0 à 100 en ordonnée, pardon. C'est la concentration en milligrammes par litre. Donc, on voit quoi? On voit que ça augmente. Donc, au début, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, on fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100. Ok? Donc, au début, on fait 1 par 1. Et après, on fait 10 par 10, parce que c'est des logs. Hein. C'est puissance. Il y a des puissances. Donc, on va commencer à répondre aux questions. La concentration au temps 0 est égale à 50. Donc, on va juste regarder.
on va se mettre à 0, donc ici. On remonte, on voit c'est quand que la courbe elle touche. Ici. Et ici, on est où? On est bien à 50. Pourquoi? Parce qu'on là, on est à 10, 20, 30, 40, 50. Ok, donc la A est vraie. La B, la concentration est égale à log de 50. Non, du coup, parce que c'est la A. Et la C, ben, c'est pareil. Donc forcément, s'il y a la A, ben, il n'y a pas la B et la C. Pourquoi c'est pas log de 50? Parce qu'on vous donne juste une valeur en milligrammes par litre. Ok? Et la C, on nous dit égale à 14, donc aucun rapport. 14, c'est pour les gens qui auraient compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et qui n'auraient pas fait le 10, 20, 30, 40. Ils auraient fait 11, 12, 13, 14. Alors, je vous ai bien dit que de 0 à 10, on compte de 1 par 1. Et de 10 à 100, on compte de 10 par 10 parce qu'on est sur des logs. Et donc, il y a des puissances et on fait 10 par 10, tout simplement. La question D, le temps de demi-vie d'élimination est égal à 7,5. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va à T0. T0, c'est 50. Et on fait la demi-vie. La demi-vie, c'est la moitié du temps pour que c'est le temps pour que la moitié des réactifs s'éliminent. On est à 50, c'est quand qu'on va être à 25? C'est à peu près ici, donc 10, 20, 25, ici. Ici, on est là. Et on descend. Est-ce que c'est bien égal à 7,5? Je peux pas écrire là. Voilà. Donc on se met là. Attends, je fais un truc comme ça. On se met là. 7, à 25 du coup, parce que là c'est 50. Et il faut diviser par 2, donc ça fait 25. Ok? Là c'est 20, 30, 40, 50. Et on descend, et ça fait bien du 7,5. Ok? Enfin à peu près, hein, vous avez compris quoi. 7,5. Voilà. Donc du coup, la question est également vraie. Et après, on nous dit à la question E, le temps de demi-vie est égal à 18 heures. Ben non, parce que c'était la question D qui était vraie. Merci.